podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bien le bonjour! Ça va bien? Ben, je vais très bien, toi? Puis aujourd'hui, on a un sujet particulier. Je sens que je vais parler beaucoup aujourd'hui. C'est la sorcellerie noire russe. Dit aussi, là c'est sûr. S'il y a des personnes en tout cas de Russes qui nous écoutent, je m'excuse. Parce que c'est sûr que je démolis les termes. La sorcellerie noire russe a quand même un background, donc un profil assez intéressant. Je pense que on en a déjà fait une fiche sur le site de sorcellerie.net. Je vous encourage donc à aller voir. Ça va être un petit résumé de ce qu'il y a là-dessus. Je pense que c'est quand même intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert avec les petites boîtes mystères qu'on reçoit, qu'on ouvre les samedis sur Twitch. Des fois, on fait des belles découvertes. Ça, c'en est une. Tu vois, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment... En tout cas, moi, j'avais jamais vraiment entendu parler. Toi, t'en avais-tu déjà entendu parler? Non, non, pas du tout. Puis je me souviens, quand tu l'avais ouvert la boîte, ça parlait justement de ça, sorcellerie russe. Puis ça m'a vraiment intriguée. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Ça l'est, hein? Ça l'est, parce que ça sort un petit peu des classiques. Donc, en russe, ce serait l'équivalent de Vedma. Je pourrais l'écrire dans le titre en plus. En russe, ça serait fort, ça. Personne va pouvoir le lire, mais c'est pas grave. Mais au moins, ils vont savoir que j'ai essayé de dire ce mot-là. Donc, les premières apparitions, on n'est pas trop certain à peu près quand c'est commencé, cette espèce de sorcellerie noire russe. Et en passant, le podcast est sur le côté noir. C'est très difficile pour moi de trouver des ressources sur la sorcellerie classique russe. Mais la noire était quand même plus facile, je sais pas. D'habitude, c'est le contraire, mais là, c'est peut-être juste mes références qui sont comme ça, c'est tout. Donc, les dates approximatives d'apparition seraient autour du 8e et 13e siècle. Ça varie beaucoup parce que c'est durant un temps où la religion a beaucoup changé aussi, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu quand même là, des petits chocs à ce niveau-là. Au niveau historique, donc après la conquête du christianisme, les pratiquants ou les mages, parce qu'il y avait quand même des mages qui étaient respectés dans les communautés, on considérait qu'il y avait des savoirs qui savaient communiquer avec la nature, un peu à l'image d'un druide peut-être. On peut voir ça un peu comme ça. Oui. Donc, les princes de l'époque allaient voir ou consulter des mages pour essayer d'avoir des prophéties sur comment que ça se passe, sur des règles, consulter les ancêtres, les défunts. Enfin bref, comme on connaît les sorciers et sorcières d'aujourd'hui un peu. Donc, c'était comme considéré comme des prophètes à l'époque, les mages, ou des chamans, ou en fait des précepteurs pour leur communauté. En fait, ils étaient très, très, très proches. Et, avec le christianisme qui a quand même pris son essor, on voit que c'est quelque chose qui doucement s'est mis à être démonisé, pardon. Donc, en gros, être mage, c'était mal. Donc, communiquer avec la nature, c'était pas bien parce qu'on communiquait pas avec Dieu. Forcément, ça a créé des petits chocs dans la culture, parce que là, on parle, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, en fait. Non, ça marche plus. On haït tous les mages et maintenant, c'est Dieu. Là. Donc, il y a vraiment un choc qui s'est fait dans la culture. Ce qui est intéressant dans la sorcellerie russe noire, en fait, c'est qu'elle possède une croyance double. En fait, c'est... comme les Russes n'étaient pas vraiment fanatiques de la religion chrétienne, ils ont gardé beaucoup des cultes païens. Lorsque le christianisme est rentré de force en essayant de la détruire en tant que telle, et ils masquent leurs croyances via des rituels chrétiens. Donc en gros, la magie noire russe, c'est une opposition contre l'Église chrétienne orthodoxe et qui est très, très, très cérémonielle, qui est un peu à l'opposé là, du catholicisme. C'est une pratique qui se rapproche beaucoup du satanisme, mais qui n'a aucun concept du satanisme. Donc, ça se rapproche, mais c'est pas ça. Donc, c'est vraiment c'est un choc culturel, mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, c'est pas juste un culte qui s'est développé, là. Il y a vraiment comme une racine chrétienne, catholique, en tout cas du christianisme qui est rentré là-dedans. Je trouve que ça sort un petit peu.
Donc, qu'est-ce que c'est, en gros? Le mot Vedma que j'essaie toujours de dire signifie le connaître, le savoir, mais aussi mère. C'est tous ces termes-là à la fois. On veut symboliser une femme qui possède des savoirs et des compétences spéciales et même particulières et qui sait comment les utiliser. Parce que c'est pas juste de les connaître, il faut savoir les utiliser aussi. La pratique de la sorcellerie russe, c'est un culte vers des forces impures. Donc, on s'est guidé par le principe que les savoirs génèrent des énergies et qu'on peut ensuite rediriger cette force pour acquérir un développement personnel. Mais on fait affaire aux démons, à des anciens dieux païens qui sont démonisés par l'Église. C'est les dieux... Les démons, c'est les dieux païens démonisés. Je sais que c'était peut-être pas très clair comment j'ai dit ça, mais... Ben, en fait, si je peux être plus claire, c'est l'Église catholique qui a pris les dieux païens puis qui ont décidé que c'était des démons. Exactement. Il existe aussi beaucoup de sous-branches, mais de la sorcellerie russe, mais c'est très difficile d'avoir des informations, même si parce que le secret est très, 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 très important. Donc, on a la branche Veretnik qui utilise des symboles d'église pour créer du blasphème et de la destruction. Souvent, là, c'est... Comment je faisais ça? La première couche un peu ressemble à l'espèce d'idée du satanisme que les gens qui ne connaissent absolument rien du satanisme ont. Donc, ils vénèrent le diable et la totalité des forces impures, les démons qui sont la représentation du diable. Donc, ils travaillent avec les 9 princes noirs qui sont dirigés par Satan, conduisent des messes noires, des rituels noirs, veulent éradier toute vie sur Terre et se pratiquent en solitaire. Ah, quand même, c'est très joyeux. Oui, mais c'est pas nécessairement tout le temps super beau et gentil. Là. Je veux dire, c'est sûr que déjà, on est comme dans le côté noir d'une pratique. Ça va un peu plus difficile. Et il y a la branche hérétique, donc qui forme un contact avec des forces impures, mais ils ont une relation rapprochée avec la nature. Donc une pratique qui est un peu plus proche du chamanisme, du vaudou ou du druidisme, par exemple. Donc tu sais, ça va vraiment des deux côtés. Okay. La pratique demande beaucoup de travail au niveau de l'imaginaire. Donc, c'est quelque chose c'est une pratique qui cherche à créer des actes par la manifestation de la volonté du désir à la limite de l'égoïsme. Ça vous donne une petite idée quand même? La volonté, la foi, le secret sont particulièrement importants pour l'accomplissement d'un mage qui désire s'enligner dans la sorcellerie noire russe. De ce que j'en comprends, je vais juste confirmer, là, mais c'est une pratique qui est pas sans filtre ou sans gêne, mais il n'y a pas le principe du triple choc, par exemple, quelque chose comme ça. Okay. Il n'y a pas de retour sur les actes qu'on fait dans la magie. Hein. Pas à ce que j'ai compris. Je pense qu'il y a beaucoup le côté prendre possession des énergies. Le savoir fait en sorte qu'on a pouvoir sur une chose. On va le voir là, dans les grands titres dans 2-3 secondes, ça ne sera pas bien long. Mais ils ont vraiment une vision intéressante là, de comment ils arrivent à attraper les victimes, parce qu'à certains points, ça devient des victimes. Ils sont reconnus, malheureusement, hein, parce qu'on est dans une branche noire, mais ils sont reconnus pour faire du mal autour d'eux. Et parfois, ils arrivent à être favorables à une cause. S'ils reçoivent des grosses contributions. Généralement, ils le font ou vont faire des actes en fonction d'une rémunération quand même assez volumineuse. Il y en a qui vont se choquer d'avoir été demandés et qui vont se revirer contre le demandeur. Il y en a qui vont faire absolument ce qu'il leur demande. C'est un peu aléatoire à ce niveau-là. Apparemment que ça représente beaucoup le côté fort aussi du caractère chez les Russes. Mais ça, je connais pas assez de Russes pour dire « Ah non, ils ont ça dans la peau, là ». Mais apparemment, cette facette-là de la sorcellerie peut... c'est pas sorti nulle part. Donc, il y a des lois que tous les praticiens doivent connaître et je vais vous les nommer. Évidemment, c'est traduit d'une traduction. Donc... c'est pas fort, ok. Ouais, non, j'ai travaillé fort, par exemple. Donc, on a la loi du savoir.
Donc, peut-être que vous le savez, sinon je vais vous l'apprendre, mais le savoir, c'est le pouvoir, hein? Il donne la confiance. Vous avez aussi le contrôle. Si vous connaissez ce à quoi vous faites face, vous êtes, comme on dit, limitless, hein? Il y a sans limite en tant que tel, oui. Plus vous en savez sur un objet, plus il est facile de le contrôler. Ça, je pense que c'est un fait, c'est pas quelque chose... Oui, non, c'est un fait, parce que peu importe la pratique qu'on fait, plus qu'on s'y connaît dans notre domaine, plus c'est facile de pratiquer, plus c'est facile de maîtriser justement ce qu'on fait, puis les énergies qu'on utilise. Ça, c'est vraiment, c'est standard. On le dit, hein, des fois, si vous avez peur de quelque chose, si vous apprenez à comprendre cet objet ou cette chose... Ça fait pas mal moins peur. Eh oui. Même dans le domaine du spiritisme. Oh oui, surtout. Surtout dans le domaine du spiritisme. On a la loi de l'association. Même s'ils sont différents, les objets ont des dénominateurs communs qui interagissent entre eux. Pour avoir le contrôle sur quelque chose, il faut donc apprendre les autres éléments qui le régissent. Tout est lié. Oui, tout est lié d'une façon ou d'une autre. Mais il faut comprendre le lien entre les deux objets. Oui, pour pouvoir bien maîtriser la totalité. Exactement. En fait, je pense que ça va bien pour l'instant. On devrait être des pas pires mages noirs. La loi de la similitude. Je le fais avec humour. Je sais que c'est quand même assez sérieux, mais ça reste un podcast. On peut quand même mettre un peu les bacs. C'est pas dramatique. Là. De toute façon, je pense que si vous êtes à écouter le 42, 43e épisode, vous devriez un peu connaître comment on voit les choses à partir d'aujourd'hui. La loi de la similitude. Donc, une image précise, mentale ou physique d'un objet permet au mage d'en avoir pouvoir sur l'objet. On a parlé souvent de la manipulation énergétique puis de la méditation, de comment c'est important des fois de s'imaginer même en 3D des objets dans notre tête de toutes les facettes possibles. Je pense que tu avais parlé d'une activité de la sorte dans nos premiers podcasts. Oui, je pense que c'est pas le tout premier, même la manifestation du souhait. Quand on voulait avoir quelque chose, le fait de visualiser ce qu'on voulait amenait justement ce désir-là à la réalité dans nos vies actuelles. Si, en gros, cette loi-là, c'est que si vous êtes capable d'avoir une image précise, détaillée... Très précise. Oui, que ce soit une image mentale ou physique, là, mais généralement, quand vous pensez, c'est une image, c'est mental, quoique peut-être que ça fait aussi référence à avoir une image papier, là, puis de l'avoir avec vous pour se concentrer. Ça vous permet d'avoir du pouvoir sur cet objet-là. Si vous êtes capable de recréer l'objet, vous êtes capable d'avoir du pouvoir dessus. C'est ce que ça explique. Là, vous allez voir, les lois, ils se lient éventuellement, là. Tu sais, ça va du plus simple au plus complexe, là. Mais techniquement, quand on est capable de se refaire d'avoir une image très précise, une image mentale très précise, on appelle ça de la visualisation. Puis avec la visualisation, on peut faire à peu près n'importe quoi. Exact. Tu sais, l'énergie qu'on envoie est hyper précise, puis ce qu'on fait est beaucoup plus facile à atteindre, ce qu'on désire est plus facile à obtenir, justement, par cette visualisation-là. Les athlètes de haut niveau l'utilisent de façon flagrante, puis sont capables de quand même très bien performer. Donc, oui, plus que l'image mentale, elle est claire, plus qu'on a du pouvoir sur ce qu'on veut faire. Et voilà. Mais c'est des concepts qui sont similaires, je veux dire, d'une pratique à l'autre. C'est juste que c'est mis en mots différemment parce que, bon, c'est une autre pratique en tant que telle. On a la loi du contact. Donc, les objets qui ont été en contact avec l'objet physique continuent d'avoir une relation avec cet objet. Et là, j'ai des exemples. Par exemple, vous avez des cheveux, de la salive, des ongles. Même si c'est plus rattaché à l'humain qui les possédait ou qui les a déjà possédés, il y a un lien d'association en lien avec l'individu. Donc, si vous faites, je sais pas, un rituel en faisant brûler des cheveux de cette personne-là parce que vous voulez, je sais pas, lui envoyer un mauvais sort, ça continue d'avoir un lien. Si vous êtes conscient, c'est important d'avoir conscience que les objets ont des liens de rapprochement, même s'ils sont détachés de leur premier lieu, qui sont coupés ou, en tout cas, qui ont appartenu, ça reste quand même qu'il y a quand même un lien associatif entre les deux. Oui, ben c'est le principe de poupée vaudou.
Oui, exactement. On y attribue tu sais, comme un item, tu sais, comme une rognure d'ongle, un cheveu, n'importe quoi de la personne haute, et soudainement, ça relie directement la poupée à la personne vers qui on veut que ce qu'on veut faire est visé. Puis il y a beaucoup de points dans ces énoncés-là, justement, qui font un peu des clins d'œil au voodoo, parce qu'au voodoo, il y a, ben oui, il y a les poupées, là, mais si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu as besoin de certains éléments de sa vie. Je vais en parler dans littéralement 3 secondes. Mais je vais commencer tout de suite. La loi du nom, c'était le prochain item. Donc, le nom que possède un objet donne accès au contrôle qu'il peut avoir sur ce dernier. Le nom est un élément précis sur une personne lié à son essence même. Un mage qui possède le nom de sa victime peut totalement le contrôler. Par exemple, Zelda est pas contente après Dead Breeze. Zelda connaît le vrai nom de Dead Breeze. Et c'est un fait. Oui, ce que je dis est véridique. Zelda est vraiment pas contente. Ben, en tant que telle, elle a le pouvoir sur moi parce qu'elle connaît mes informations personnelles. Chez les croyants, je pense que c'est en Haïti en particulier, avec le voodoo, ils ont beaucoup de problèmes avec, par exemple, les papiers ou les enregistrements des gens, des papiers de naissance, les baptistères, parce que les gens ne marquent pas les bonnes dates de naissance, ni nécessairement leur bon nom, parce qu'ils veulent pas être liés à des attaques voodoo. Donc, ce qui arrive, nous, c'est arrivé, là, parce je connais, bon, on a des proches dans ma famille, là, mais qui, justement, on a eu des problématiques avec quand il y a eu un décès, parce que là, les dates concordent pas, mais c'est la même personne, puis ça, mais ça devenait compliqué. C'est toute une question de voodoo. Fait que c'est le même principe dans la sorcellerie russe. C'est le fait que si tu connais les détails personnels d'un individu, tu as pouvoir sur cet individu-là. Donc, de faire attention à qui vous donnez vos informations personnelles. Mais il y a aussi, ce principe-là est aussi connu, tu sais, pour les démons. Quand on connaît le nom du démon, c'est comme si ça nous donnait le pouvoir sur celui-ci. Oui, pas encore, je suis pas sûre que ça soit vraiment véridique, hein, logiquement, mais oui, c'est souvent énoncé comme principe, ça. La loi du pouvoir des mots. Certains mots changent la réalité interne et externe. Le pouvoir des mots a son effet autant sur le son que sur le message qu'ils véhiculent. Quelques mots magiques sont des noms dont leur signification se sont perdus au fil du temps. Ce qui expliquait au niveau de cette dernière partie en tant que telle, c'est qu'il y a, dans certains de leurs rituels, il y a des noms qui sont utilisés. Je vais donner un exemple qui est banal, c'est juste parce que c'est la première chose qui vient de l'esprit, mais mettons abracadabra. Il y a une signification derrière ce mot-là. Mettons, chez les Russes, ça peut être un autre mot complètement différent, qui a une ultra définition secrète, qui s'est perdue au fil du temps, mais qu'ils utilisent encore ce mot-là parce qu'ils savent que ça a un gros pouvoir. C'est des choses aussi qui vont être perçues. Les mots ont un effet. Moi, je crois à ça 400%. Oui. Je pense que le choix des mots, le vocabulaire, les exercices, on le voit beaucoup, cet aspect-là. Comme quoi, même si tu comprends pas le message, donc par exemple, vous comprenez pas le latin, puis il y a quelqu'un qui vous parle en latin, les sonorités, je pense qu'ils peuvent créer des effets chez quelqu'un. Pas nécessairement de faire devenir fou, mais peut créer des éléments de panique, puis tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent découler de ça. Donc, de croire que chaque mot est important dans un rituel et de l'utiliser à cet essor-là, je suis d'accord avec ça, mais c'est un des principes là, de la sorcellerie russe. On a aussi la loi de la personnification. Donc, un mage peut tout personnifier, que ce soit quelqu'un d'autre ou même un phénomène. Les phénomènes développent des personnalités comme s'ils étaient des êtres vivants. Donc, un mage peut personnifier le vent, les nuages, la pluie, l'eau, le soleil, la nuit. En gros, ça vous donne une petite image. Il recueille des informations, redirige les énergies, renvoie ce qui doit être fait. Donc, c'est vraiment un peu comme le principe de création de golem, là, de créer des énergies, mélanger des énergies pour créer une entité en tant que telle. Ce principe-là, même s'il n'est pas très... En tout cas, je ne pense pas que ce soit très, très utilisé en sorcellerie,
va être utilisé en spiritisme en tant que tel pour la personnification d'esprit. Des fois, il crée comme des espèces d'égrégores d'esprit, puis ils réussissent à communiquer avec lui. Je pense que c'est le même type de principe. Je pense. Je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus. Parce que c'est très rare que j'entends quelqu'un me dire qu'ils vont se créer un golem de quelque chose, sauf dans les livres de fantasy. En effet, les golems, c'est quand même, ça date de la vieille mythologie. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est quand même assez oubliée, voire même, est-ce que ça a déjà fonctionné? C'est une belle question à se poser. Mais les principes d'égrégore, les principes de... Tu sais, j'en ai déjà parlé, l'esprit qui était pas vraiment un esprit qu'ils ont décidé de développer. C'est peut-être pas en podcast que j'en ai parlé. Oui, je pense que j'en ai parlé. Oui, on a fait un podcast sur les égrégores et justement, ce principe-là, on en avait discuté. Mais ce principe-là, je pourrais facilement dire que c'est peut-être une manière de voir la personnification chez un mage qui crée une entité par la force de ses énergies en tant que tel. Je pense que c'est vers ça que ça se rapproche, mais après, c'est pas moi qui est disciple de sorcellerie russe, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. On a aussi la loi de l'identification. Donc, quand on connaît toutes les informations et tous les liens d'association d'un élément, un mage peut devenir cet élément. Il peut devenir si près d'une autre personne qu'il peut entièrement la posséder, voire avoir un contrôle total sur l'individu. Je pense que c'est probablement la loi ultime, là. C'est que vous connaissez tellement tous les côtés d'une personne, généralement ça doit être une personne, que vous êtes capable d'avoir un contrôle total, les rendre un peu pantins. Je pense que c'est un peu l'idéal dans la sorcellerie russe parce que c'est quelque chose qui est quand même assez maléfique à un certain point. Mais c'est vraiment une des lois, là, comme quoi si vous connaissez tout sur une personne, vous la possédez complètement. Mais ça, c'est peu importe le domaine. Parce que, tu sais, si par exemple, bon, deux personnes mariées depuis 50 ans, tu connais tellement ton mari que tu sais exactement quoi dire pour qu'il fasse exactement ce que tu veux. C'est le même concept. C'est exactement le même concept. Même concept. Oui, parce que on manipule après. C'est de la manipulation, mais c'est ce que c'est. C'est de la manipulation, oui. Et voilà. Ça résume bien la chose. Le panthéon russe, en tant que tel, ça se lie avec des légions de démons. Hein? Chaque légion possède un démon senior qui est appelé un prince noir. Il y a aussi des assistants à chaque démon, et chaque assistant possède des démons qui les assistent. Bref, ils sont une belle gang. Un mage russe a absolument besoin... On dirait quasiment que c'est gouvernemental, tu sais, un assistant d'un assistant d'un assistant. Ça se peut! Un mage russe, donc, doit avoir absolument un assistant pour pratiquer. Donc, même lui, il a besoin d'un sbire à ses côtés. Le Panthéon possède 9 princes noirs qui sont des anges qui ont sombré. Donc, les 9 choisis, parce que c'est intéressant, parce qu'ils sont différents de ceux de la Goïtie aussi, qu'on connaît un petit peu plus. Il y a Satan, Véligar, Verseau, Aspide, Enoch, Enar, Det, oui, la mort en fait partie, Endik et Mafawa. Je trouve ça impressionnant, par exemple, il y a un démon qui s'appelle Det, la mort. Tu sais, d'habitude, c'est pas un démon, c'est un concept, mais chez eux, c'en est un. Non, c'est la mort. Mais il y a certains... Moi, ce que je trouve étrange, surtout, c'est que il y a des noms... Autant les noms de démons catholiques, on les retrouve absolument partout. Peu importe le type de pratique, c'est facile de toujours les associer à toutes les pratiques noires qu'on peut retrouver au travers le monde. On en voit quand même partout. Mm. Oui, puis il y a 2-3 noms là-dedans. Enoch, qui est quand même assez connu de mémoire. Qui est quand même assez connu, ben oui. Tu sais, la mort, mais Enoch, même si c'est pas nécessairement un nom quand même présent dans tout. Satan, c'est évidemment que c'est lié avec la présence avec l'Église. L'Église. Véligar, je crois qu'il y a quelque chose qui se ressemble à ça, mais bon. Mais là, ça fait un petit peu trop longtemps. Versol, un peu moins. Mais Enar peut-être quelque chose. Endik, ça me dit rien, pardon. Puis Mafawa aussi. Non, ça me dit rien, moi non plus. Mais, tu sais, il y en a 2-3 que je fais comme, oh, ça c'est...
Enoch, je pense que c'est plus lié avec le catholicisme. Il n'y a pas les livres Ouais, d'Enoch ou quelque chose comme ça. Là. ben justement, Enoch, c'est pas un... Parce qu'il y a Enochienne, c'est... Les Enochiens, c'est une forme d'ange. Je suis en train de me mêler et de dire n'importe quoi, moi, là? Mais c'est pas le langage des anges. Fait qu'il doit y avoir de quoi lier à ça. Les Enochiennes, en tout cas, Enochienne, c'est lié... Ouais. il me semble que c'est le langage des anges, quelque chose de même. Mais Enoch, c'est un personnage en tant que tel. Ça, je suis pas mal sûre, là. C'est une divinité quelque part. Ou une divinité slash démon, là. Enoch, il y a quelque chose. C'est juste parce que là, ça me vient pas, là. Mais on Ouais, va je suis en train de passer, chercher. dedans éventuellement. Aussi, il conjure avec des psaumes. Oui, Ah, des psaumes de l'Église. Eux, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils doivent être un petit peu modifiés, mais c'est comme s'ils prenaient les passages de l'Église, ou en tout cas dans l'œuvre catholique ou du christianisme, peu importe. Pas catholique en tant que tel, les autres c'est orthodoxe, mais ils vont chercher les rituels, tout ça, puis ils les utilisent à contresens de ce que eux voudraient qu'ils soient utilisés. En tant que tel, ils utilisent les psaumes pour utiliser ça avec des démons contre des gens. C'est des psaumes, en tout cas, c'est pour se rapprocher de Dieu puis d'expliquer son histoire, mais ouais. il y a ce côté rébellion que je trouve intéressant. C'est parce que c'est différent qu'on voit un rituel avec des psaumes. Moi, je dis ça comme ça, mais... La pratique aussi accorde une extrême grande importance à tout ce qui est la croisée des chemins. Chaque intersection routière ou piétonnière possède une particularité symbolique, ou une symbolique. Là. Donc pour eux, c'est très, 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 très important. Clin d'œil à Hécate. Hécate aussi, je pense que c'était la matrone des intersections, là, des croisements des chemins. Là. Donc ça n'a pas Ouais, changé, dont la ça. majorité des démons aussi. Oui. Parce que à l'époque, pour appeler un démon, il fallait aller à la croisée des chemins et faire un rituel quelconque pour pouvoir appeler un démon et faire un pacte avec le diable. Il y a tellement de choses. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et dernier point important, ça dépend, là, mais dernier point, euh, ils utilisent aussi des poupées. Ce n'est pas des poupées vaudou, parce que ce n'est pas du vaudou, mais ils utilisent aussi des effigies, donc des poupées contre les ennemis. Même principe. Je trouve ça intéressant parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec le vaudou, mais comme c'est quand même la Russie, tu sais, le lien entre le côté voodooisant de Haïti, tout ça, puis la Russie, est quand même assez loin, surtout à l'époque. Fait que c'est un principe qui s'est retrouvé aux deux endroits, mais je pense pas qu'il y a eu tant de liens entre les deux pays pour que ça fasse un clin d'œil à un ou à l'autre. Là. Mais c'est Ce quand même serait une intéressant. recherche à faire, tu sais, les origines de la poupée en tant que telle, de la Dagide, pour voir d'où est-ce que ça devient, puis si vraiment ça a été répandu, ou si c'est un peu hasard que les idées soient arrivées dans deux ou trois parties du monde en même temps. Tu sais, je serais à penser que c'est quand même normal qu'une personne, qu'un humain pense que de faire une effigie en forme d'humain, surtout si tu penses que avoir un droit sur un objet physique te donne le pouvoir dessus. Ben, comme les effigies de divinités. Mhm. Mais C'est de c'est là quand même pourquoi intéressant que... qu'ils finissent avec Ben oui, oui. les mêmes trucs, mais ça a peut-être jamais été proche un de l'autre, mais les principes le sont. En tout cas, je trouvais que c'est une particularité qui était vraiment intéressante. C'est sûr que j'aurais Oui, aimé en effet. creuser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais il y a comme une barrière linguistique. Tu ne sais pas parler le russe? Non. Ah ben, je suis abasourdie par ton manque de culture. Voilà. Je me débrouille en espagnol, là, mais en russe, non. Pour ça, je trouve ça intéressant comme langue, par exemple. Mais c'est ça, Oui. j'ai pas plus d'infos que ça. Y a-tu quelque chose qui t'avait marqué? En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que les principes, ça ressemble de beaucoup, beaucoup, beaucoup des grands principes de la magie tout court. Hmm. Peu importe le type de pratique, on voit que les principes majeurs restent les mêmes quand même.
Donc, on voit que c'est soit qu'ils se sont inspirés de ça, ou on voit que peu importe la partie dans le monde où est-ce qu'on est, l'évolution de la pratique en vient à ce qu'on a chacun découvert les grands principes de la magie, les grands la façon qu'elle fonctionne pour que ça puisse bien, bien marcher. Donc, est-ce que c'est une preuve que tous les grands principes sont vrais, ou c'est tout simplement un copier-coller? Ça reste à voir. Mais oui, ça m'a marqué quand même pas mal. Ça part aussi d'une base qui est quand même similaire. Je veux dire, avant que Oui, le christianisme rentre dedans, dans la Russie, ils avaient quand même des mages, des chamans qui étaient adorés. Ce oui. principe-là, il a quand même été présent un peu partout dans le monde, en tout cas, généralement, jusqu'à temps qu'il y ait une espèce de rupture où là, c'était considéré comme le mal. Généralement, c'est le christianisme qui est rentré dans le lot, là, mais tu sais, avant, les principes de rapprochement avec la nature, si tu sais contrôler ce qui t'entoure, ton environnement, que tu le maîtrises, tu le connais. Tu sais, on parle là, de druides là, qui faisaient quand même. Ils faisaient des tests, les druides, de savoir quel champignon était mauvais et puis quel champignon te tuait. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont perdu la vie, là? Mais c'est vrai, tu sais, on rit, là, mais c'est vrai pareil. Ils testaient parce qu'ils apprenaient sur leur environnement. Ils contrôlaient peut-être une façon leur environnement parce que, bon, quand on apprend beaucoup dans ce que tu es, ce que tu vis, ça aide. Après, est-ce que ça a été jusqu'à ce point-là? Puis c'est pas ça qu'ils ont gardé dans la sorcellerie russe, donc un des gros points. Ils l'ont modifié à un essor peut-être un peu plus malsain, dans ce cas-ci. Comme quoi, ben, faut travailler avec les démons puis curse tout le monde qu'on voit. Je dis ça comme ça, on curse pas tout le monde qu'on voit, là, mais c'est pas mal plus dark que d'autres pratiques. Là. Peut-être, tu sais, en tant que tel, tout savoir sur quelque chose ou un objet, que ce soit même hors sorcellerie, là, on parle même de son, je sais pas moi, Peu son importe. sujet. T'apprends à jouer de la guitare, si tu maîtrises la guitare, wow! Tu sais, je veux dire, si tu maîtrises tout le savoir que tu peux avoir avec la musique, que t'es rendu un Un maestro, dieu. ben, c'est un pouvoir que vous avez. Un pouvoir, c'est pas nécessairement faire de la magie ou de la sorcellerie. Il y a plein de choses. Mais de En effet. savoir comprendre puis d'utiliser ça comme pas vocation dans la pratique, mais comme je sais pas, comme un espèce de focus. Je trouve ça bien. C'est sûr que je suis peut-être pas, je trouve ça passionnant comme sujet. J'aimerais ça en avoir encore plus, en savoir plein. Mais je sais que c'est pas une pratique que moi, je vais nécessairement aller vers. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose que je fais, oh mon Dieu, c'est malade, je veux juste faire ça de ma vie. Non. Mais je trouve ça intéressant. Je serais curieuse de savoir la sorcellerie russe classique, c'est quoi, mais c'est tellement difficile, puis je pense que ça se rapproche tellement de tout ce qui est celte, païen, tout ça, de assez proche, qu'au final, ça revient à tout à la même chose. Mais je serais quand même assez curieuse de le savoir parce que justement, on a le barrière de la langue qui nous empêche de, de creuser plus loin à ce niveau-là. Si, comme un d'entre vous, c'est par le russe et est au courant, connaît ce genre de choses-là, moi, je serais vraiment très intéressée à en Ah, j'aimerais savoir ça. plus. Ah oui. Je pense qu'on n'est pas les seuls, tu sais. Je pense qu'il y en a Non, on plusieurs n'est qui sont comme pas ça. les seuls. Sur ça, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. On vous rappelle aussi, tous les samedis, samedi matin pour le Québec, donc à 8h30 le matin, et qui est à 2h30 en France. On est sur Twitch, donc on fait bon, des ateliers, des fois c'est des Un direct. unbox, des fois c'est ouais, un direct en tant que tel. On parle de sujets, des fois c'est Zelda, des fois c'est moi. On a aussi bon, le podcast que vous devez probablement connaître, mais qui est toujours disponible sur YouTube, Spotify et de multiples plateformes de podcasts. On a le Facebook, mais on a surtout le site de sorcellerie.net, le site où il y a plein d'informations. Ça va bouger pour 2022, on va se préparer plein d'activités, donc ça va être le fun. Soyez là, on vous attend. Puis vous pouvez toujours aussi être au courant de ce qui se passe en allant sur Discord, donc sur notre salon, parce qu'on est toujours là pour répondre à des questions quand il y en a, ou sinon juste dire des conneries, parce qu'on aime ça divaguer un petit peu. On aime ça mieux se connaître, dire un peu Oui. de conneries, on rigole tous ensemble. Si vous C'est voulez le avoir le fun. lien Discord, il est tout simplement dans le menu en haut à droite directement sur le site sorcellerie.net que je précise qui est à 100% gratuit. Donc, ne
gênez-vous pas pour vous inscrire et venir partager avec nous, nous parler, nous poser des questions. Il y a tout plein de monde qui vont être très, très, très heureux de vous répondre et de discuter avec vous. Et si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours venir nous voir sur le Patreon. Donc, on offre des petits bonnies là, à ceux qui désirent être là. Peut-être même venir d'assister à un enregistrement qu'on fait. Ou encore, juste venir divaguer, proposer des sujets ou voir des publications qui sont un peu plus cachées. Un peu plus cachées. Voir ce qu'on prépare en arrière du décor en tant que tel. Oui. Sur ce, on vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite, et Zelda aussi probablement, une excellente semaine. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir.